Du coup, nous avons Paris 2024, qui, je pense, est avec nous. Omar, juste Quentin. OK. Bonjour Omar. Bonjour, Ravi de vous accueillir. ravi Désolée du d'être là. coup, en visio avec nous. Du coup, Omar, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Je disais que du coup, les Jeux Olympiques, bien sûr, étaient une arène de compétition pour les athlètes, mais c'était aussi un territoire d'expérimentation, où beaucoup, notamment en termes d'innovation, où vous avez beaucoup d'attentes et de besoins. Et donc, du coup, au sein de Paris 2024, vous dirigez cette mission d'intégration à innovation. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, du coup, en quoi consiste cette mission, comment vous travaillez avec vos collègues, avec les athlètes plus largement. Et puis après, on reviendra un petit peu sur les projets d'expérimentation, plutôt innovation numérique que vous menez actuellement. Ah non. Ah, ok. Quentin, par contre, j'ai besoin. Ah, Omar, vous nous entendez? Je vous entends. D'accord, parce que nous, on vous a perdu. Hein, Alors, encore désolé pour le problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi on avait testé ça hier, mais bon, c'est la beauté du live, comme disait le prédécesseur de Aya, que le live, c'est toujours un peu fun et ça joue souvent des tours. Euh, alors, pour rebondir sur l'introduction, Marion, donc au sein de Paris 2024, donc je joue le rôle de responsable de l'intégration de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, déjà c'est le premier comité qui met ça en place par rapport à d'autres éditions des Jeux. Et notre rôle, c'est d'essayer de répondre à des points de douleur identifiés, donc les points de douleur qu'on peut voir chez des athlètes, chez le grand public, chez des accrédités, euh, pour les différents clients des Jeux, si on peut les appeler comme ça. Euh, en essayant de suivre un processus itératif. Donc en fait, on n'a pas réinventé la roue. On a vu qu'est-ce qui fonctionnait bien dans d'autres, dans des entreprises, dans des startups, dans des institutions, etc., qui semblaient bien fonctionner. Et, euh, et donc, je vais pas vous dire qu'on fait du design thinking et de la méthode CK et ce genre de choses pour faire cool. Mais en fait, nous, on part d'un principe assez simple qui est de dire que c'est un peu pompeux comme phrase, mais c'est que l'empirisme éclairé l'emporte sur la planification du génie solitaire. Ça veut dire que euh, c'est pas la peine d'avoir juste des idées qu'on peut avoir parce qu'on a plusieurs années d'expérience dans un domaine, mais plutôt se dire plus on teste, plus on voit si jamais il y a une réception, enfin il y a une réceptivité chez l'utilisateur derrière. Donc comment on s'est structuré par rapport à ça? Nous sommes une équipe de 3 au sein du comité, avec un ou une référente qu'on appelle les explorateurs et les exploratrices. Il y a une trentaine aujourd'hui dans les différentes directions que nous avons formées aux techniques d'idéation, aux techniques de prototypage, aux techniques d'empathie pour se mettre à la place de l'utilisateur final. Et en fait, ça nous permet de parler le même langage, cette formation-là, et ça permet de faire des points réguliers pour que eux, ils nous poussent leurs besoins et qu'on arrive à lier ces besoins avec ce qu'on a pu faire comme identification ou comme sourcing sur le marché. Et inversement, quand on fait notre sourcing, notre acculturation, ben, on arrive à pousser aux différentes directions des innovations de process, des innovations technologiques, des innovations d'usage, euh, pour essayer d'aller un peu plus loin et se dire est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur cette innovation identifiée. Donc on ne travaille pas uniquement, comme je le disais, sur la partie techno. On travaille aussi sur des projets, par exemple comme la signalétique. C'est assez low tech, mais on travaille par exemple sur ce type de projet aujourd'hui au sein du comité. Donc notre démarche, elle est en 5 étapes, comme je le disais. Il y a l'empathie, la définition du problème, l'idéation, le prototypage et le test. Et on fait ça avec les explorateurs, nos partenaires et les acteurs institutionnels, donc pour pouvoir expérimenter les différents produits et services qu'on fait en matière d'acculturation. D'accord, merci. Et du coup, au niveau donc des expériences innovation numérique dont vous m'avez parlé, du coup, où est-ce que vous en êtes et quels sont les sujets du coup que vous explorez? Alors, euh,
Nous, on travaille sur plusieurs sujets aujourd'hui en matière de numérique et de non numérique, mais on va se focaliser sur le numérique vu que c'est le sujet du jour. Euh, pour nous, il y a quelque chose qui est très important à faire. Enfin, les sujets sur lesquels on se focalise aujourd'hui, c'est tout ce qui est mesure d'affluence et l'approche des sites. On travaille aussi sur tout ce qui est explication des règles d'un sport. Donc aujourd'hui, on se dit que au sein des jeux, il y a beaucoup de disciplines et beaucoup qui ne sont. Enfin, on voudrait faire en sorte qu'elles soient de plus en plus suivies et de plus en plus comprises, aussi bien pour le public qui se trouve dans le site de compétition que chez soi, parce qu'on se dit qu'en connaissant un peu plus les règles d'un sport, qu'on a la possibilité de s'engager plus avec la discipline et surtout de la suivre hors phase Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. On travaille aussi dans les sujets sur lesquels on est impliqué aujourd'hui. Il y a tout ce qui touche à l'explication des classifications paralympiques. Euh, Parce qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple la natation au niveau des Jeux paralympiques, on voit des personnes qui ont pas les mêmes handicaps visibles, mais ils concourent dans la même compétition. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Et bien sûr, on peut lire les 450 pages des fédérations internationales qui expliquent les règles et les classifications. Mais généralement, on se perd, enfin le grand public se perd au bout de la deuxième page, moi compris. Donc on essaie de rendre ça un peu plus ludique pour intéresser les utilisateurs. On travaille sur l'expérience des athlètes au village. On a fait une expérimentation récemment qui a duré 3 mois pardon, pour voir comment on peut permettre à des athlètes qui arrivent de 206 pays en phase olympique et de 182 pays en phase paralympique, de comprendre qu'est-ce qui se passe au village, comment je peux me rendre d'un endroit A à un endroit B, parce que c'est un lieu inconnu. Enfin, et donc tous les services qui peuvent exister, on essaye d'optimiser un peu toute la partie opérationnelle que, que doit livrer le comité d'organisation pour les athlètes en phase jeu. Nous travaillons nous avons réalisé une expérimentation et on rentre dans une phase d'industrialisation de la modélisation 3D des différents sites de compétition. Donc l'objectif derrière ça, c'est pas de juste faire joujou avec de la 3D, même si c'est très sympa, mais surtout de mettre au même niveau d'égalité les différents comités nationaux olympiques et paralympiques. Généralement, ces comités se déplacent, viennent faire des visites de sites et des reconnaissances de parcours en France. Donc je ne parle pas juste pour rebondir à ce qui se disait juste avant, je ne limite pas les visites des CPJ. C'est pas ça que je suis en train de faire. C'est plutôt permettre à des comités nationaux, plutôt que de faire plusieurs visites de sites de compétition, j'entends, de pouvoir les voir virtuellement, donc avec une très bonne représentation. Donc ça permet à la fois cette partie visite virtuelle et donc une mise à égalité de tous les comités nationaux, parce que la plupart, enfin il y en a qui n'ont pas les moyens de se déplacer comme d'autres grandes nations sportives, et aussi ça permet tout un travail chez nous de planification, de visualisation de à quoi va ressembler les sites en phase jeu, surtout pour les sites temporaires. Il faut savoir que il y a quelques sites temporaires aujourd'hui qui existent, ou même on a sorti les épreuves des stades. Donc ces éléments-là ne sont pas existants aujourd'hui, donc la modélisation peut aider là-dessus. Et le troisième cas d'usage par rapport à ça, c'est tout ce qui touche au placement des caméras pour notre prestataire OBS, Olympic Broadcast Services. Et en fait, l'idée, c'est on peut positionner les caméras dans les stades pour voir depuis le modèle 3D ce qu'on pourra voir à la télé. Donc ça évite aussi pas mal de déplacements de la part de OBS. Aussi bien pour on n'est pas à l'abri d'autres problèmes de pandémie. On a vécu, enfin le monde s'est chamboulé sur ce côté-là, et surtout ça permet de réduire les déplacements, qui est une ambition forte de notre part pour l'empreinte carbone. Donc voici quelques exemples de sujets. Il y en a plein d'autres, mais sinon je vais pas faire un monologue infini. Non, mais vous m'avez aussi beaucoup parlé de l'expérience, bien sûr, visiteur, mais aussi des athlètes.
et que du coup, vous travaillez aussi beaucoup ces sujets-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur, en tout cas, vos attentes? Pour l'expérience des athlètes, Oui. nous, justement, c'était une expérimentation que nous avions lancée pour pouvoir rendre leur expérience la plus fluide possible depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à la fin de la compétition. Et comme ça, ils peuvent savoir quand ils sont sur site, au village par exemple, ils peuvent savoir euh, quand partiront les bus, quelles sont les zones d'affluence quelles sont les zones où il y a une affluence forte pour se restaurer, pour des choses très pratiques comme par exemple la laverie, ce genre de choses-là. On essaye d'avoir une sorte de, de comme un concierge pour les athlètes. Et aujourd'hui, au départ, on s'était dit qu'il faut pas faire du numérique pour faire du numérique, mais aujourd'hui, le numérique est un outil qui va être qui va être utilisé. L'expérimentation a été concluante, et surtout, le but, c'est que l'expérimentation que nous avons pu faire, vu que c'est une valeur très importante pour du comité d'organisation. Le but, c'est qu'elle reste en héritage pour l'institution en question qui l'a testée, pour qu'ils puissent euh, utiliser en tout cas les fonctionnalités qu'on a développées pour les garder de maintenant dès maintenant en fait pour leur site en question. Et Omar, comment les entreprises peuvent vous solliciter ou en tout cas vous apporter des projets? Alors c'est une très bonne question, et surtout on est dans une phase aujourd'hui dans laquelle on travaille beaucoup avec des entreprises de toute taille, de la start-up à la PME au grand groupe bien sûr. Et il faut savoir plusieurs choses déjà. La première, c'est que aujourd'hui il y a certaines catégories aujourd'hui qui appartiennent à nos partenaires. Donc en fait, euh, ils, si j'étais une entreprise, il y a plusieurs options. Soit j'essaie de collaborer avec un partenaire sur sa catégorie. Typiquement, tout ce qui touche à la mobilité, c'est chez Toyota. Tout ce qui touche aux boissons, c'est Coca-Cola, enfin, etc. Il y a certaines catégories comme ça. Euh, donc, il y a un rapprochement auprès des partenaires. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous, vu qu'on procède par une phase de prototypage, les entreprises peuvent nous contacter, nous, directement. Et et c'est aussi simple que innovation@paris2024.org pour nous présenter un peu qu'est-ce qu'elles font, quel est le cas d'usage en phase jeu ou avant les jeux ou après les jeux. Et nous, généralement, si le projet est intéressant pour une des directions, euh, on lance d'abord un prototype. Donc à date, nous, on a déjà échangé avec plus de 450 entreprises depuis la création de cette cellule il y a 2 ans et demi. 3 ans. Et en fait, on a lancé, ne serait-ce qu'entre octobre et aujourd'hui, on a lancé 20 expérimentations. Il y en a 3 qui sont en cours aujourd'hui, euh, avec des entreprises. Et la fenêtre de tir, elle se resserre parce que vous comprenez bien que après mars 2023, on ne fera plus d'expérimentation, on sera plus en phase livraison et on testera les solutions qui ont déjà été sélectionnées pour la livraison des jeux. Donc pour nous, tout se joue entre maintenant et janvier 2023 pour qu'on arrête les expérimentations après mars. Donc, et il faut savoir aussi que Paris 2024 est soumise à la commande publique. Donc on ne peut pas travailler avec qui on veut comme on veut. Sinon, sinon il y aura pas mal de problèmes. Donc on a ces seuils-là à respecter, mais il y a déjà des plateformes qui peuvent permettre de connaître les différents marchés qui sont en cours. Il y a Entreprise 2024 et ESS 2024. Donc ESS, c'est pour l'économie sociale et solidaire. Et Entreprise 2024, tous les marchés qui sont publiés par Paris 2024 y figurent. Et si jamais c'est un projet qui est encore pas complètement abouti ou qui a une validation d'hypothèses qui devrait être faite, euh, on invite vraiment les entrepreneurs à nous contacter, l'équipe innovation, parce qu'on fait le point de relais, on est le point d'entrée un peu pour les différentes directions sur ce sujet-là.
Merci. Donc, vous avez tous noté. Hein, il vous a donné le mail, innovation@paris2024.org, c'est ça? C'est bien Mais ça. avec, du coup, avec des cas d'usage précis, ça leur permet aussi d'aller plus vite dans la sélection. Omar, du coup, avant de rejoindre Paris 2024 en 2020, vous étiez directeur du Tremplin, donc à Paris, l'incubateur sport. Donc, c'est un sujet quand même que vous maîtrisez bien et notamment Sportech. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce passif et encore aujourd'hui, en fait, quels sont du coup les faits les plus marquants et notamment peut-être les startups que vous avez accompagnées qui vous ont le plus marqué et qui continuent à se développer aujourd'hui? Alors, les faits les plus marquants, déjà, le premier, c'est que en décembre 2015, au début du tremplin, où on nous disait un incubateur de start-up dans le sport, autant faire des choses pieds connectés, et donc c'était assez marrant comme réaction. Euh, et en fait, un fait marquant aussi, c'était le fait qu'on était dans un appartement dans le 19e à Paris avec une fuite. Donc j'ai passé mes vacances de Noël à vider des seaux d'eau au tremplin. Donc ça, c'est un des faits marquants pour qu'après se retrouver dans le magnifique stade Jean-Bouin avec des entreprises qui ont très très bien réussi, avec une perte des échecs très amoindris. Et ça montre aussi le fait que la collaboration publique-privée est très importante et renforce fortement les entreprises aujourd'hui. Il faut savoir que quand on est une start-up, au bout de 2 ans, on a 80% de chances de mourir. Les statistiques du tremplin sur les 7 années d'existence, c'est au bout de 5 ans, il y a 80% de survie. Donc il y a une forte inversion de tendance. Et ça, c'est dû au soutien des acteurs publics, des acteurs privés, qui sont là aussi avec leur expertise. Et en matière d'entreprise préférée, c'est un peu compliqué parce que sinon j'ai pas envie de créer de mauvaises relations. Mais il y a des gros succès aujourd'hui qui émanent du tremplin et j'espère en voir d'autres. Je pense à Vogo, à MyCoach, à Sport Heroes, à Kinomap, à beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont très très bien marché et qui continuent à me bluffer, et d'autres qui continuent à me bluffer. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont continuer à me bluffer. Et le mieux, en fait, la leçon la plus forte des réussites des entreprises du tremplin ou de tout entrepreneur d'ailleurs en dehors, c'est que c'est une proposition de valeur simple. Quand on regarde par exemple l'exemple de Vogo, par exemple, vu qu'on parlait rugby juste avant, c'est comment je peux regarder depuis mon siège. Si on réfléchit à une entreprise comme Sport Heroes, si jamais je pratique du sport pour cumuler des points et avoir des réductions. Une proposition de valeur. Les entreprises qui essayent de faire tout en même temps, généralement, se prennent un gros mur. Merci Omar. Alors quand on a préparé l'intervention, je vous ai dit que je terminerai sur un quiz, sur quelques questions. Depuis, j'ai réfléchi. Alors je vais vous proposer un Fast and Curious. Donc le principe est simple. Vous avez 2 propositions. Soit vous allez vers un choix en particulier, soit les deux. Mais en tout cas, la règle, c'est de nous expliquer pourquoi. Vous êtes prêts? Ça ne va pas durer longtemps. J'aime bien l'improvisation. La régie, oui. Alors, je voulais dire à l'oral. Vous êtes plutôt anneau ou flamme? Flamme. Roland Garros ou Tour de France? Roland Garros. Laura Flessel ou Estelle Mosley? Vous pouvez Laura nous Flessel. expliquer vos choix, hein? Estelle, vous avez dit? Laura Flessel. Laura Flessel. Surf à Biarritz ou Surf à Tahiti? Surf à Tahiti, bien sûr. Décathlon ou le coq sportif? Je peux pas me prononcer, les deux sont partenaires des jeux, je vais pas créer d'impair. Tony Parker ou Tony Estanguet? Je veux maintenir mon salaire, donc Tony Estanguet. Skateboard ou breakdance? Skateboard. C'est fini.
Merci Omar, c'était l'accueil néo-aquitain, comme on dit chez nous ici. Ben, on aurait été ravis de vous avoir en vrai, mais on était déjà quand même très contents de vous avoir en visio. Désolée pour le raté de tout à l'heure et que vous aviez pu être disponible un peu plus tard. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez et continuer de visionner à distance, ou sinon ben, on vous dit à très bientôt. Et je pense qu'ils ont tous noté l'adresse mail auquel ils peuvent vous contacter. Merci Omar. Merci beaucoup, merci à tous et merci de m'avoir invité. Bonne journée et bonne conférence à tous. Merci.